Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Merci à tous de votre fidélité. On est déjà une centaine sur Twitch, ça fait vraiment plaisir. Donc si vous voulez, on met pas trop d'horaire. Oula, je suis particulièrement... Ouf. Oh la lumière là, god damn. Wow, 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 Ouais, wow, c'est wow, comme wow. dans le combat des chefs, t'es en train de changer de couleur toutes les secondes. Oh Lord, oh Lord. Blague à part, bah voilà, bonjour. Bonjour à tous, bam bam, salut la team. On est en live sur Twitch. On va faire un récap des actualités du moment avec Big Ol' Rusty, vous le savez. Aujourd'hui, pas mal de sujets, donc Chenomalet visé pour Frankie Edgar. On va parler petit coup de gueule de la part de Rust, suffisamment rare pour que ça arrive pour... Oh Non, par rapport à Fedor? Oui, par rapport à Fedor. Bah, coup de gueule, je sais pas, parce que coup de gueule, ça voudrait dire qu'on est énervé, tu vois, alors qu'on n'est pas vraiment énervé. Moi, en tout cas, je suis énervé. C'est vrai? Ça va être énervé. Ça va être énervé, t'as vu? Donc voilà, donc bref, on va parler de pas mal de choses. Générique, c'est parti. Énervé. Coup de gueule de Big Rusty dans le chat. N, plus loin, Hervé. On a aussi, Rusty va lever la voix. Ça va être sale. Oui, Mais oui. non, justement, non. Non, ça va pas être sale, ça va bien se passer. On va commencer, donc il y a pas mal de petites actus, hein. On est moins dans les Conor McGregor, les Dustin Poirier. Là, on s'intéresse, on parle surtout aux fans hardcore ce matin. Donc on va commencer déjà par Paulo Costa, qui finalement répète encore et encore la même rengaine, mon cher Rust. Paulo, le disque rayé Costa, c'est comme ça qu'on va l'appeler, mais bien évidemment, vous inquiétez pas, on le respecte, c'est plus une manière un petit peu de prendre ça avec légèreté. En plus, Paulo Costa, hein, pour se concentrer sur le sportif, il revient très bientôt contre Marvin Vettori. Là, vous inquiétez pas, on va bien analyser ce combat-là, parce que c'est très sérieux, et ça devrait avoir des incidences sur la suite pour la catégorie middleweight. Mais là, Rust, on va parler de la dernière intervention de Paulo Costa, un peu particulier quelque part. En fait, il est revenu et il a fait une interview, il me semble, d'une petite demi-heure avec ESPN. Je l'ai pas encore écouté en totalité, mais des takeaways, ce qu'on en a retenu. Ce qu'on en tire, oui, ou voilà, ce qu'on en a retenu, ce qu'on en a tiré et ce sur quoi les articles semblent s'orienter pour les médias américains pour l'instant en tout cas. Il faudra qu'on l'écoute en entier. Mais c'est que il revient, alors que ce soit parce que attention, si ça se trouve, tu vois, pour pas faire de procès d'intention, ça se trouve c'est le reporter qui lui a demandé, tu vois, genre réexplique-nous au fait cette histoire de vin rouge, tu vois. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui lui a demandé. Ouais. Mais en tout cas, il a redonné une nouvelle explication quant à ce combat contre Adesanya. Enfin, ça fait bizarre d'en parler parce que très franchement, on a vraiment l'impression que c'est des vieilles unes quoi. Enfin, on est passé à autre chose depuis longtemps. Mais toujours est-il que lui, il a réexpliqué du coup que la raison pour laquelle il avait bu du vin rouge, c'est parce qu'il se sentait tellement bien lors de l'avant-combat, les jours précédents le combat, qu'en fait, il s'est dit bon, c'est à Abu Dhabi, j'ai plus de temps pour récupérer parce qu'avec les décalages horaires, en fait, à Abu Dhabi, tu combats le matin et du coup, tu as un peu plus de temps pour récupérer après les pesées, des trucs comme ça. Donc, je vais, comme j'ai un peu plus de temps de récupération, je vais vraiment y aller à fond sur l'entraînement. Je vais genre faire des pas d'ours comme jamais. Je vais m'exploser, etc. C'est ce qu'il a fait. Et en fait, apparemment, il a été peut-être un peu trop fort parce qu'il sortait justement d'un weight cut. Et du coup, ça l'a un peu déglingué. Ça a un peu déglingué son métabolisme. Et du coup, après, il n'a jamais vraiment récupéré. Et du coup, il a essayé mélatonine, il a tout essayé, machin, pour réussir à dormir, mais il n'a pas réussi. Et donc, il se serait tourné vers le vin rouge, quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Mais en fait, en soi, en disant ça, à part quelques détails que ça nous apporte sur l'histoire, on s'en fiche un petit peu, en fait. C'est pour ça que c'est très étonnant et c'est pour ça que la news en elle-même de Paulo Costa qui revient sur ça, c'est presque ça qui est étonnant, en fait, dans le sens, il patine un petit peu dans la semoule, quoi, j'ai l'impression, si c'est lui qui a apporté le sujet, en tout cas.
Donc, ce qui est important, c'est vrai, surtout, c'est le fait qu'il va combattre Marvin Vettori. Ça va être un clash entre deux trains, mais qui arrivent en face à face. Ça va être intéressant, très intéressant, même stylistiquement. Je favorise Paulo Costa s'il arrive au top de son game, parce que je pense que ça risque de se passer debout. Je vois mal, c'est possible, hein, mais je vois mal Marvin Vettori réussir à dominer et à maintenir en clinch ou à amener au sol un gars comme Paulo Costa. Enfin, c'est vraiment, c'est comme essayer de take down un arbre en fait. Enfin, c'est quand même compliqué. Et debout, je favorise la puissance de Paulo Costa, particulièrement avec les kicks. Donc voilà, c'était un petit peu ça les news de Paulo Costa, mais rien de extraordinaire en fait. C'est ça qui est un peu décevant finalement, c'est qu'il revient sur le devant de la scène, mais avec des trucs pas très excitants quoi. Exactement, dans le chat en tout cas ça se déchaîne, le Cavis versus l'ogre, c'est bien connu que le vin rouge est un somnifère. Je mets Polo le poivreau Costa favori aussi, attention, Costa, le vin rouge italien, il tape un petit peu. Bon bah voilà. On a aussi Wallabox75, vous vous souvenez bien évidemment. Lui qui est fidèle parmi les fidèles. Paulo Costa, futur champion middleweight pour lui. Il va détruire Marvin Vettori, personne n'y croit, mais vous verrez. Polydomso est d'accord avec moi. Mais non, Polydomso n'est pas d'accord avec toi, ça suffit. En fait, je crois que ça devient un running gag, ça. Ouais. Si je comprends bien un peu les mécaniques, je crois que le Polydomso est d'accord avec moi, ça va devenir un petit peu, tu sais, dans les chats, sur les vidéos en live américaines. Lors des pesées, des trucs comme ça, il y a toujours des mecs, et c'est devenu un running gag aussi, qui mettent Rest in Peace Joe Rogan ou Rest in Peace Brian Callen, tu vois. Et évidemment, c'est totalement faux, mais c'est devenu c'est devenu le gag répété. Et là, je pense que Polydomso est d'accord avec moi, ça va devenir un peu pareil. Bon, bah voilà. En tout cas, merci mon cher Ross pour cette... Purée, ton visage est devenu grave d'un seul coup, là. Non, bien. Blague à part, mon cher Ross. On va... Yann Blakovic, complètement. Alors, on va enchaîner avec le prochain sujet. On ne va pas encore parler de Fedor Emelianenko et le coup de gueule de Rust. On fait un petit peu monter la sauce. Sean Strickland, que Ross vous a fait en partie découvrir, va peut-être encore trop loin avec Luke Rockhold, son futur adversaire lors de l'UFC 268, adversaire de l'UFC 268 qui se déroulera normalement le 6 novembre prochain au MSG Madison Square Garden à New York. Choc entre deux middleweight, Luke Rockhold d'un côté, ancien champion de la catégorie, vous le connaissez, et de l'autre, Sean Strickland, nouvel animateur de cette catégorie, fort d'une première victoire en main event à l'UFC face à Uriah Hall. Je mets une petite pièce dans la machine rose qui va vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce bif qui n'en finit plus de grandir. Tellement bien amené. En fait, le truc, c'est que Sean Strickland et Luke Rockhold, ils se sont des réguliers du Ruka Training Center, en fait, la marque Ruka, qui, il me semble, fait du surf en plus de faire des sports de combat. Et du coup, en fait, il y a des chances qu'ils se croisent. Là, donc ils sont censés s'affronter effectivement, mais il y a beaucoup de chances qu'ils se croisent régulièrement en fait dans les mois à venir. Et on sait que Luke Rockhold a commencé le trash talk avec Sean Strickland en disant que c'était un putain d'idiot d'avoir dit qu'il voulait tuer des mecs dans l'octogone, etc. Et il a un peu commencé, hein, il a un peu enclenché la machine trash talk Luke Rockhold. Et Sean Strickland n'a pas apprécié parce qu'en fait c'était sa sortie là il y a quelques heures ou quelques jours. Enfin, selon le mot auquel vous regardez la vidéo, mais c'est Sean Strickland était en mode, le problème c'est que là t'es en train de faire du trash talk, t'es en train de faire monter la sauce dans les médias, en sachant qu'on va se croiser en fait, et probablement plus tôt que tard. Donc Sean Strickland il était en mode, alors déjà ça je trouve ça débile, et en plus de ça, ça veut dire que la prochaine fois qu'on se voit, en gros, garde cette énergie. Et moi, et alors donc c'est là où encore une fois, comme d'habitude, Sean Strickland est égal à lui-même et vraiment s'en bat les couilles. Mais pour moi, on devrait être tu dis ce que tu veux, mais c'est juste qu'après voilà, tu t'exposes aussi un peu au jugement des gens et aux conséquences de ce que ça peut causer. Ouais. Mais donc Sean Strickland a dit, et si on se revoit, attention parce qu'il se pourrait bien que je t'éclate la tête contre le béton, et je suis prêt à prendre je sais pas à quoi ça correspond dans la loi française, tu vois, délit, mais je crois, c'était quelque chose comme ça, un misdemeanor. Ouais, misdemeanor, et je suis prêt à prendre la sanction qui va bien judiciairement. Si je peux t'éclater la tête contre le béton, je le ferai, tu vois.
Et c'est vrai que ce sont des paroles qui sont, c'est très étonnant. En fait, c'est inhabituel qu'on entende ça dans le milieu du MMA, disons à l'UFC et sous les projecteurs les plus puissants que sont du coup ceux de l'UFC quoi. Et il est coutumier du fait, Sean Strickland, parce qu'on le sait, hein, c'est ce qu'il avait dit la dernière fois, c'est ce qui a remué un petit peu le monde du MMA, rien ne me ferait plus plaisir que de tuer quelqu'un dans la cage. Et évidemment, ça a fait réagir énormément parce que c'est quand même, c'est particulier comme vision du sport. Mais donc voilà, et c'est pour ça que ça a fait réagir, c'est pour ça qu'il est à nouveau un petit peu, comment dire, au centre de l'attention, Sean Strickland, c'est parce que je sais pas comment est-ce qu'on pourrait qualifier son comportement. Ça c'est sûr. En tout cas, il est unique. Mais cette relation qu'il a au combat et à comment dire, cette relation qu'il a avec le peu de considération qu'il a pour visiblement la vie humaine en tout cas et ce que peuvent causer un meurtre ou un truc comme ça, c'est assez dérangeant. Je dois avouer. J'aime bien son trash talk sur d'autres sujets, mais je trouve que ça c'est très dérangeant. Je suis d'accord aussi. Mais donc voilà, enfin encore Sean Strickland qui fait des siennes quoi. Je lisais les commentaires, donc très content de vous voir sur Twitch, le peuple demande des emojis Rust énervé, on veut un emoji Polydomso est d'accord avec moi, donc voilà. Trop poli le G, il coupe le micro, ben oui, quand Rust s'exprime, il faut faire silence, bien évidemment. Donc là, c'était Ross qui parlait de Sean Strickland, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est vrai qu'en tout cas, mine de rien, à sa manière, je suis pas d'accord avec ce que dit Sean Strickland, mais il a rapidement réussi à se faire un nom dans cette catégorie middleweight, là, en l'espace de 2 semaines, tu vois. Et là, en plus, avoir un gros combat contre Luke Rockhold dans, selon toute vraisemblance, la plus grosse carte de l'année, en tout cas en termes de densité. Donc, affaire à suivre. Regardez comme il est cool. Relax, le Big ol' Rusty. Donc, on va poursuivre avec le BKFC Bare Knuckle. Donc, on en parlait pour la signature probable de Diego Sanchez dans l'organisation. Bare Knuckle FC qui a aussi signé Shawn Mendes, mais on se pose une question avec Rust. C'est quand même un petit peu bizarre tout ce qui se passe au sein de cette catégorie, parce que c'est vrai, enfin, au sein de cette organisation, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils battent des records de pay-per-view, mais pourtant, ils font de sérieux splash, on va dire, au sein du MMA, parce qu'ils ont quand même signé Paige Van Zandt, ils avaient signé auparavant Paulie Malignaggi, ils avaient aussi signé Artem Lobov, mais Rose va vous donner quelques informations. En fait, je sais pas quel est leur business model, je sais pas s'ils sont rentables, je sais pas comment est-ce qu'ils s'en sortent et s'ils s'en sortent bien ou pas. Mais je peux me tromper, on peut se tromper, mais j'ai quand même des vibes de l'organisation Affliction qui avait fait 3 events, même je crois 2 et qui avait même pas été au 3e, je crois un truc comme ça. Et en fait, la raison pour laquelle il n'était pas arrivé au bout de ce qu'il voulait faire, c'est que ils avaient d'énormes ambitions et elles s'étaient démontrées puisque lors des 2 premières éditions du Affliction, ils avaient eu Fedor, ils avaient eu Vitor Belfort, enfin ils avaient eu des combats incroyables pour l'époque, Fedor, Tim Sylvia, etc. Et le truc c'est qu'ils payaient tellement, c'est-à-dire mais ils faisaient tellement tourner la planche à billets pour avoir les athlètes qu'ils voulaient, ils les payaient grassement et vraiment c'était vraiment la fête du slip quoi en termes d'investissement. Mais apparemment, c'était même tellement d'investissement que ça n'était absolument pas rentable et qu'ils se sont un petit peu cassé la margoulette, quoi, si je peux me permettre. Et là, je sais pas comment est-ce que le BKFC, le Bare Knuckle fonctionne, mais j'ai un petit peu ce genre de vibe, quoi. J'ai un peu ce genre de ressenti. Parce que c'est vrai que je ne sais pas quels sont les derniers chiffres du Bare Knuckle FC en pay-per-view. Je sais que le premier Bare Knuckle qui avait mis, tel Paige Van Zandt en haut de l'affiche, il me semble que ça avait fait 25 000 pay-per-view en tout, 5 000 à la télé et 20 000 en digital. Et si effectivement si ce que dit Paige Van Zandt est vrai, à savoir, elle a indiqué que grosso modo, elle était payée 10 fois plus qu'à l'UFC. À l'UFC, elle était payée 40 000 pour combattre, 40 000 pour gagner. Donc, ça voudrait dire que selon la manière dont elle a compté, mais elle pourrait être payée 400 000 ou 800 000 dollars pour combattre. Ça paraît fou, complètement fou. Évidemment, il y a du marketing dedans parce que c'est le moyen pour Paige Van Zandt de faire monter un peu l'organisation, de faire parler, etc. Mais même si elle est payée, je sais pas, le tiers de ça, c'est-à-dire, mettons qu'elle soit payée, je sais pas, peut-être 250 000, un truc comme ça, si toutes leurs stars sont payées de cette manière, ça paraît compliqué, quoi, de rendre rentable ces événements-là si les pay-per-view sont aussi peu au rendez-vous.
Donc c'est un mystère pour l'instant. Je sais pas. C'est une question en fait vraiment. Je sais pas comment est-ce qu'ils s'en sortent. Je sais pas s'ils s'en sortent. Mais en tout cas, on en est là. Ils veulent Chad Mendes. Je sais pas comment ils vont le payer, mais Chad Mendes a d'ores et déjà indiqué que la raison pour laquelle il était sorti de sa retraite, c'est justement parce que les chiffres étaient au rendez-vous au niveau de la paye. Donc je suis juste, je sais pas ce que t'en penses, mais perso, je suis curieux, mais méfiant un petit peu de la pérennité de ce genre de truc, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est peut-être un petit peu de... Parce qu'ils ont l'air d'avoir de l'argent, parce que notamment le BKFC, sur leur propre plateforme, c'est eux qui ont réussi à signer l'exclusivité du Gamebred Fighting Championship, donc l'organisation de Jorge Masvidal. Ah ouais. Donc l'organisation, tu vois, elle est diffusée en exclusivité sur leur plateforme, donc ça me paraît vraiment bizarre, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a les chiffres du pay-per-view, c'est que dalle. De comment ils arrivent, parce que ça fait quoi, 2-3 ans, je pense, qu'ils sont présents, là, le Bare Knuckle. Ils restent ambitieux, tu sais, généralement, tu vois, les organisations comme ça, enfin, tu sens quand même quand il y a un changement d'organisation, que ça baisse petit à petit. Eux, ils restent vraiment ambitieux, donc je sais pas si, tu vois, ils bénéficient. Je connais pas le président, hein, du Bare Knuckle FC, donc peut-être, tu vois, qu'il a des ressources financières qui lui permettent justement d'être assez ambitieux là-dessus. Et oui, ils avaient aussi proposé 20 millions de dollars à Mike Tyson, mais bon, il propose 20 millions de dollars, donc c'est juste une interview dans laquelle le mec dit on va lui proposer 20 millions, il a pas mis sur la table 20 millions, exactement. Ouais. C'est ce que quelqu'un nous disait dans le chat. Donc bref, je suis assez surpris pour l'instant, en tout cas. Quand on regarde même, tu vois, les événements qu'ils organisent en termes d'affluence, c'est pas comme s'ils remplissaient un stade et donc vous aviez justement ces ressources financières là. Donc moi, je suis assez partagé en fait avec ce qui se passe pour le Bare Knuckle FC. Ce qui a l'air d'être le cas vraiment, c'est que c'est une alternative aujourd'hui à l'UFC et au MMA, en tout cas crédible financièrement. Mais on va dire à voir dans le temps pour l'instant, et c'est vrai que les chiffres que nous communique Russ sont assez, je trouve, préoccupants, parce que même si tu perds de l'argent au début, là, ils ont l'air de perdre beaucoup de thunes, hein, parce que 5000 pay-per-view, c'est vraiment que dalle. Donc, à voir ce qui va se passer pour la suite. Mais en tout cas, moi, personnellement, hein, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je suis un petit peu déçu par ces résultats, parce que ils ont l'air, en tout cas, moi, je trouve, qui font en sorte que ça fonctionne. Tout est clean, je trouve. Ils ont vraiment réussi à avoir une identité propre directement, à rendre aussi le Bare Knuckle respectable d'une certaine manière, à, tu vois, mettre en place aussi des pesées cérémoniales, des conférences de presse, à faire un petit peu le buzz, à avoir un président qui, même si de temps en temps, je sais plus que c'était pour quel combat où il avait sorti un espèce de truc en mode le mec ne sera pas payé et tout. Mais tu vois, un mec qui essaye de s'affirmer en tant que Dana White, en tant que visage de l'organisation, ils essayent de cocher toutes ces cases. Et donc c'est encourageant, mais c'est vrai que si tu ressens pas ça dans les chiffres, c'est un peu dommage. Bah ouais, en fait, voilà, ça c'était la première apparition de Paige Van Zandt, mais qui, on s'en souvient, était vraiment en grande pompe. Donc c'est quelque chose sur lequel il misait, et même si le président, je me souviens, avait dit she was worth every cent, donc elle valait chaque centime dépensé. Évidemment, c'est cool, tant mieux. Il y a un support de la part du président, mais effectivement, je ne sais pas quels étaient les derniers pay-per-view, les derniers chiffres, mais ça, c'était quand même assez récent, et c'est quand même un chiffre qui veut dire beaucoup. Donc, pareil, voilà, j'attends de voir. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est étonnant, parce que ça fait effectivement déjà plusieurs années qu'ils sont là. Après, je pense que plus ils grossissent et plus ils veulent faire des événements ambitieux, plus, si jamais ça doit dégringoler, ça dégringolera vite, quoi. Parce que du coup, plus ils vont prendre des risques qui sont immenses aussi. Donc, on va peut-être avoir un kit ou double dans les années qui viennent, là. Un kit ou double pour le Bare Knuckle FC, en tout cas, mine de rien, qui reste assez ambitieux pour la suite. On va avancer, mon cher Rust, et parler, bien évidemment, là, ça y est, vous êtes prêts. Le coup de gueule de Rusty Business. C'est pas un coup de gueule. Faut assumer ce coup de gueule. Non, mais en tout cas, c'est Russ qui s'inquiète, parce que, bon, s'il y a bien des gens qui respectent et qui ont une certaine admiration pour Fedor Emelianenko, c'est Russ. Donc rendez-vous compte, hein, la légende qui admire une autre légende. N'importe quoi. Oh là là. Alors... donc oui, le Bellator qui va faire ses débuts en Russie, et donc plus précisément à Moscou très bientôt. Donc quand je dis très bientôt, je crois que c'est en octobre prochain. Je regarde bien évidemment mes petites notes pour ne pas vous raconter. Voilà, c'est ça. Le 23 octobre prochain, Bellator Moscou, Fedor Emelianenko contre Tim Johnson. Là, vous allez me dire, Guillaume, Tim Johnson, qui est-ce ?
Et je vais vous répondre, c'est le numéro 2 du classement heavyweight au Bellator. Il a un petit peu gâché la fête lors du Bellator Paris où nous étions présents, où il s'était imposé face à Cheick Kongo. Mouais. Et c'est pas un petit mouais. C'est certes le numéro 2, mais ça manque, je trouve en tout cas, moi, de panache pour une dernière, enfin pour le début du Bellator à Moscou, vraisemblablement la dernière de Fedor Emelianenko. On aurait envie, tu vois, par exemple, Fedor Emelianenko contre Alistair Overeem ou Fedor Emelianenko contre Junior Dos Santos. Enfin, un truc qui permette de se dire, ok, là on est en train de vivre quelque chose qu'on ne vivra plus jamais. On est en train de vivre la dernière de Fedor Emelianenko, qui est un très très grand du sport et l'un des plus grands de tous les temps. Mais c'est ça en fait, parce que c'est un des plus grands poids lourds de tous les temps, si ce n'est le plus grand poids lourd de tous les temps. À mon sens, pour ne pas créer de débat là tout de suite pour l'instant, mais top 3 évidemment des plus grands poids lourds de tous les temps. Et c'est vrai que si ça doit être la dernière de Fedor, parce que ça y ressemble beaucoup quand même, quelque chose chez lui au Bellator, donc ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas combattu, donc voilà, il revient parce que c'est Moscou. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui nous font dire qu'effectivement il y a des chances que ce soit un petit peu le dernier salut, quoi. Et c'est vrai que Tim Johnson, c'est un très bon combattant au Bellator et il a un palmarès qui est très honorable. Mais en termes de résonance, ben, il y a vraiment rien à se mettre sous la dent, quoi. Parce que oui, il a des belles victoires, Tim Johnson, mais il a absolument pas un palmarès et une reconnaissance par les fans mainstream qui font que ça va rendre spécial cet événement, comme tu viens de le dire, en fait. Si ça avait été Overeem, si ça avait été Dos Santos, les gens connaissent ce nom. Parce que Tim Johnson, il a été à l'UFC aussi, mais il n'a pas fait de trucs extraordinaires. Ça n'est pas une légende comme le sont Junior Dos Santos et Alistair Overeem. Donc là, on va être, comment dire, on est dans une situation où je pense que le Bellator se disent, ben du coup, au moins c'est peut-être, comment dire, accessible pour Fedor. Déjà, premièrement, je pense que c'est très chaud parce que on sait que Fedor 44 ans quand même, Tim Johnson en a, il me semble 8 de moins ou oui c'est ça, un truc comme ça. Ça va être chaud pour Fedor et quitte à ce que ce soit chaud pour Fedor, en fait, je préférerais limite que ce soit très très tendu, voire même qu'il finisse, s'il doit finir sur son bouclier, mais face à quelqu'un qui lui offrira vraiment cette belle mort médiatique entre guillemets, tu vois. Et je sais que les gens vont dire mais putain, donc c'est-à-dire que tu lui donnes aucune chance, etc. Il a une chance, c'est Fedor. Mais si on regarde les derniers combats qu'il a fait, il a un bilan qui est, si tu regardes le nombre de verts et de rouges, qui est relativement positif. Mais c'est positif et c'est vert quand il affronte des gens qui sont très très loin de leur prime ou qui ne sont personne. Et il a des rouges quand il affronte des gens qui sont un petit peu chauds. Donc Tim Johnson étant quand même encore pour un poids lourd dans la force de l'âge, 36 ans, il est encore, il sort d'un combat pour le titre intérimaire contre, je crois, Moldavski ou quelque chose comme ça. Il est encore très très frais, Tim Johnson. Et j'ai juste un peu peur, quoi. J'ai juste un peu peur pour Fedor et j'aurais tellement aimé, si ça doit être son dernier, que ce soit contre un vrai gros nom. Et je vais tout de suite chercher ma recharge parce que là, ça devient très préoccupant. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour gérer justement ce petit interlude. Non mais ouais, je partage complètement l'avis de Rust sur la première du Bellator à Moscou. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ça si vous nous suivez sur YouTube ou même dans le chat là sur Twitch. C'est vrai que ce soit l'UFC ou le Bellator, chaque fois qu'ils ont fait leur premier événement en Russie, je trouve, au regard justement du marché que ça représente, de l'histoire, mine de rien, de ces pays dans la discipline, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas les gros chocs que tout le monde attend. Et là, bon, avoir le début du Bellator avec Johnson, Fedor Emelianenko, c'est un peu dommage parce que si Fedor s'impose, comme l'a dit Ross, contre un mec qui est numéro 2 et qui est dans la force de l'âge, je pense que personne ne reconnaîtra à sa juste valeur l'exploit qu'a accompli Fedor, et s'il perd, les gens seront juste, bon bah le mec est rincé parce qu'il a perdu contre Tim Johnson. Donc,
Dans tous les cas, à mon sens, Fedor n'a rien à gagner avec ce combat-là. Par contre, Johnson, lui, c'est jackpot parce qu'au moins, en cas de victoire, bah, il se sera fait un nom pas pour le grand public, mais en tout cas pour les fans de MMA. Alors, on va avancer, messieurs, et dernier sujet, et pas des moindres, hein. C'est la catégorie heavyweight, le renouveau de la catégorie heavyweight, en tout cas à l'UFC, ça fait une petite semaine qu'on en parle, en tout cas, on a amorcé ça avec le UFC 265, Cyril Gane contre Derrick Lewis. On a parlé de Gable Steveson lors du dernier podcast La Sueur. Bon, c'est en train de bouger dans cette catégorie heavyweight pour notre plus grand plaisir. Ouais, non, c'est clair, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a pas mal poncé le sujet du coup sur ces derniers podcasts, mais oui, c'est vrai que effectivement, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère, quoi. Donc que ce soit avec Cyril Gane, John Jones, Francis Ngannou et Stipe Miocic, on est quand même dans quelque chose vraiment d'intéressant. Et c'est vrai que le fait que Cyril Gane et Francis Ngannou sont encore assez frais et neufs au sommet de la montagne, ça fait plaisir. Et effectivement, c'est vrai que comme ça vient de tous les côtés avec Gable Steveson et même j'ai envie de dire, je sais pas où est-ce s'ils viendront, mais même genre des poids lourds du Bellator qui sont intéressants aussi. Moldavski, je ne sais plus exactement sur quel lancé il est, mais je sais que c'est un poids lourd qui est intéressant aussi, si je me souviens bien. Donc, c'est cool. On a effectivement l'impression qu'on rentre dans quelque chose de nouveau et ça fait plaisir. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les actualités du moment, cher Rust. On a en tout cas une petite question. N'y a-t-il pas un risque pour Cyril qui perde en vitesse et en agilité après sa prise de Mars Force, puisqu'il va débuter un programme spécifique Force pour préparer ce choc face à Francis? C'est une question de Rano38. Ça dépend comment c'est fait, parce qu'on a toujours cet exemple qu'on cite maintenant, et c'est devenu un peu notre phare, mais qui était John Jones lorsqu'il est revenu contre Ovin Saint-Preux. Et il était revenu contre Ovin Saint-Preux et après avoir annoncé en grande pompe que lui-même avait fait un programme de force qui était beaucoup plus puissant, beaucoup plus machin. Et de ses propres dires après le combat, il était en mode j'aurais pas dû, parce qu'effectivement je me sentais pas moi-même et je sentais pas que j'étais autant à l'aise que j'aurais voulu. Donc si c'est fait pas forcément de la meilleure des manières, ça peut effectivement causer du tort. Après, John Jones est entouré des meilleurs, et on pourrait dire et la même chose exactement de Cyril Gane. Du coup, j'étais sur le point de dire, je vois mal l'équipe du MMA Factory faire la même erreur. Et je vois mal l'équipe faire du MMA Factory faire cette erreur, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on pourrait très bien me répondre, bah oui, mais enfin, John Jones était probablement aussi entouré des meilleurs, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, la réponse, c'est que je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive et qu'il faudra voir ce que ça donne. Mais a priori, je pense que, vu avec qui s'entraîne Cyril Gane pour ce qui est du conditioning et de la force, etc., je pense que ce sera fait très intelligemment. Ryan Gillette, si ce sont ces méthodes qui sont utilisées pour développer plus de force pure, et il y a des chances que ce soit lui, je pense que ce sera fait de façon vraiment très intelligente, et du coup, ce sera lui, hein, ce sera Ryan, ouais. Ce sera Ryan, et du coup, je pense que non, ça devrait être fait, parce qu'il est toujours dans un objectif, Ryan, du coup, de maintenir le corps le plus fonctionnel possible, quel que soit l'exercice, en fait. Du coup, je pense que ça devrait être fait d'une manière déjà intéressante, et j'ai hâte de voir comment est-ce que ce sera fait, et probablement pour conserver au mieux la fonctionnalité du corps, des déplacements et de l'utilisation du corps de Cyril, quoi. Je partage entièrement l'avis de Rusty B, sachant que Cyril, il est aux alentours de 112 kilos, donc ce sera pas non plus une énorme, à mon avis, montée en poids, et je pense qu'ils vont faire ça. En plus, ils ont le temps de le faire, donc sur le papier, vraiment, tous les voyants sont ouverts pour que ça se passe de la meilleure manière possible. On a une question, et pas des moindres, de Canarix. Où est le résultat du concours XXL Fitness Coach? Et les gars, vous posez la bonne question, on l'avait préparé avec Rust. Hier, Rust avait fait le tirage au sort, on vous l'avait dit, on attendait son retour pour faire ce tirage au sort. Il l'a fait, Rusty Business l'a fait. Je récupère les messages, le suspense est à son comble. Donc là, si vous êtes annoncé, envoyez-nous un message à contact@lasueur.com ou podcast@lasueur.com.
Et bien évidemment, on fera les entremetteurs, on partagera le message avec plaisir. Ensuite, vous pourrez récupérer votre lot et ou gagner le fameux gros lot. Donc, je retrouve et ça s'est fait évidemment, évidemment, on précise, mais quand on dit j'ai choisi, c'est oui. de manière totalement aléatoire. Oui, j'ai rien choisi du tout. Complètement. Non, et à chaque fois, on a demandé. Rost a filé son rib et puis c'était au plus offrant. Alors, je retrouve les messages. Parce qu'on a eu les 3 gagnants. Le suspense est à son comble. Nous n'en pouvons plus. Alors, je ne les retrouve pas. Ah, ça y est. Le numéro 1. Le numéro 1 est Guillaume Bessy. Le numéro 2 est Jérôme G. Le numéro 3 est Unknown User. Donc voilà le meilleur pseudo YouTube. Donc voilà les 3 vainqueurs. On va mettre ça en commentaire aussi épinglé du premier du podcast, donc était récap et réaction où on organisait le concours. Si c'est vous, envoyez-nous le fameux message. Et puis voilà, en tout cas, félicitations à vous, vainqueurs de notre tirage au sort. En tout cas, vous avez été plus de 2000 à participer. Ça commence à devenir sérieux tout ça. Donc voilà, merci en tout cas Canaris de nous avoir rappelé d'annoncer le 1, oui, le numéro 1, donc Guillaume Bessy, c'est le gros lot, exactement. Les 2 autres gagnent un abonnement de, je crois que c'est 1 an à l'application Fitness Coach, donc pour devenir une machine. Bref, voilà, on en a fini pour cette édition, mon cher Rusty B, merci à vous pour votre fidélité. Oui. Du coup, on en parle dans un prochain, je suis d'accord, mais on en parle... Non, on va en parler maintenant. À chaque fois, j'ai envie de partir. Je ne sais pas pourquoi, parce que je prends tellement de plaisir avec vous. Surtout qu'en plus, oui, il y avait une question qui était intéressante. Il n'y a pas de logique dans ce que tu viens de dire. Ben oui, mais c'est pour ça, je te dis, il n'y a aucune logique. Surtout que il y a quelqu'un qui a posé une question que j'ai trouvé vraiment intéressante. C'est, avez-vous lu le papier d'Ariel Elwani qui veut un Ngannou Jones? C'est justement, je voulais pas spécialement en parler, mais c'est vrai que c'est là que c'est bien d'avoir Twitch, ou en tout cas qu'on fasse des directs, parce que les gens nous donnent des pistes en fait d'interaction et puis de réflexion. Ariel Elwani, j'étais assez surpris de ça. Il a fait un papier donc sur Subtrack, c'est sa nouvelle plateforme justement, où il émet lui le souhait de faire Ngannou versus John Jones, parce que c'est le plus grand combat à faire pour le moment, et que ensuite le vainqueur affronte Cyril Gane, et qu'ensuite lui il est dans cette logique de dire il faut faire les plus gros combats qui peuvent être faits à l'instant T. Le combat qu'il faut faire en ce moment, c'est Ngannou versus Jones. Et s'ils font directement Ngannou versus Gane, si Gane vient à l'emporter, le Ngannou versus Jones n'aura plus beaucoup de sens. Et donc lui, il est plus pour faire, d'ici décembre, Ngannou versus Jones. Cyril Gane attend, ensuite le vainqueur affronte Cyril Gane. Ça m'a vraiment surpris de la part d'Ariel Elwani, parce que c'est vrai que je comprends ce qu'il veut dire. Évidemment, aujourd'hui, au niveau lucratif, je pense que c'est beaucoup plus important à Ngannou Jones, mais vraiment au niveau de la logique sportive, au niveau de ce qui peut se passer par la suite, et pour quelqu'un comme Elwani qui est canadien, qui a vraiment cette conscience-là, on va dire, du MMA comme sport, on va dire, mondial et global, c'est hyper important pour le sport aujourd'hui de faire Ngannou Gane. Donc je sais, donne-moi ton avis là-dessus, mais c'est vrai que moi j'étais assez surpris de cette sortie de la part d'Ariel Elwani, parce que c'est plutôt, le fait de dire ça, je trouve que c'est plutôt une hot take qu'on pourrait avoir de la part d'ESPN ou d'un mec qui est plus un éditorialiste qu'un journaliste. Mais et donc ça, ce papier-là, il est sorti après la victoire de Cyril Gane. Ouais, il est sorti hier le papier d'Ariel Elwani, ouais. En fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que en fait, juste avant la victoire de Cyril, très franchement, je pense que j'aurais été d'accord, malgré le titre intérimaire, malgré parce qu'il y avait vraiment cette il y avait vraiment une hype et on avait fait des podcasts dessus et c'est vrai que on était d'accord pour dire Ngannou Jones, ce serait monstrueux, ce serait pharaonique quoi. En fait, le problème c'est que ça change tellement vite le paysage du MMA que maintenant là tout de suite avec la performance de Cyril, il y a eu vraiment, à mon sens en fait, donc c'est mon ressenti, mais c'est aussi de ce que je vois quand je parcours un petit peu la MMA sphère, c'est un peu le ressenti de tout le monde, c'est que maintenant les gens, il y a eu un énorme changement et les gens sont vraiment en mode ah ouais, en fait ça va être chaud pour Francis. Et du coup, sportivement, maintenant je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont très très chauds pour voir si Cyril est capable de faire ce qu'il a fait à tout le monde
au dragon qui est Francis en fait. Et je pense que là tout de suite, alors évidemment il y a un biais de récence, enfin parce que c'était il y a quelques jours Cyril, mais je pense que cette performance qu'il a faite contre Derrick Lewis a tellement changé les choses que maintenant les gens ont un point de vue qui est totalement différent et ils ont envie de voir si cette opposition de style peut vraiment, comment dire, parce qu'on sait que si Cyril gagne contre Francis et de la manière aussi facile qu'il gagne contre tout le monde, ce serait historique et je pense que les gens sont au courant que ça sent quelque chose d'extraordinaire pour le futur si Cyril arrive à faire ça. Et du coup, je pense que la perspective des gens a changé et maintenant, après cette performance, bah, je crois que les gens sont peut-être plus aussi chauds et intéressés par John Jones versus Ngannou. Il y a un côté de Jones semble s'éloigner un petit peu pour l'instant des discussions chaudes sur le sujet. Et maintenant, effectivement, je crois que les gens ont vraiment plus envie de voir Cyril contre Francis, quoi. D'autant plus qu'il y a eu le finish, il y a eu machin, il y a plus ce côté il est ennuyeux parce que c'est ce qui faisait aussi que les gens étaient en mode mais du coup mettez Jones, tu vois. Donc je crois que ça a changé. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Je suis un peu étonné qu'ils sortent ça maintenant, Ariel Helwani, parce que lui, plus que personne, est au courant des logiques du sport et du fait qu'il y a vraiment ça se joue en fonction de l'attraction. Maintenant, l'attraction, elle n'est plus autant sur Jones versus Ngannou, quoi. Et puis aussi, pour moi, à mon sens, en tout cas, tu dois avancer dans un truc où, tu vois, t'as la normalité, donc à savoir tous les contenders qui s'affrontent, et ensuite t'as cette espèce d'énorme money fight. Et pour moi, le money fight avec Jones doit arriver à la fin. Parce que forcément, si t'as le gros super fight, et ensuite tu retombes avec quelque chose d'un peu moins excitant, ça le fait un petit peu moins. Et quoi qu'il arrive aussi, c'est pour ça que ça me surprend, que ce soit Ngannou gagne, puis Jones contre le vainqueur de ces deux gars, ou d'abord Ngannou Jones et ensuite Gane contre le vainqueur du combat entre ces deux gars, il reste plus que 2 combats. Donc je veux dire, quoi qu'il arrive, en fait, le fait de faire Gane Ngannou maintenant, ça ne change rien à ce qui va se passer. Et au contraire, j'ai même envie de dire que si tu attends que John Jones, si tu attends qu'il y ait d'abord le combat entre Ngannou et Gane, forcément le combat sera plus grand que si tu le fais directement. Parce que si Ngannou bat Gane, il y aura vraiment ce côté, le mec a nettoyé tout le monde, même le petit jeune qui arrive, on pensait que c'était sa kryptonite, patati patata, non, il a vraiment battu tout le monde, et là maintenant il peut affronter John Jones. Si Gane bat Ngannou, je pense que ce sera vraiment une superstar, je pense pas que ce sera directement une superstar telle qu'on l'entend, mais je veux dire, il aura vraiment ce côté, ok, le mec est invincible, il a battu tout le monde, qu'on lui mette un tel ou un tel, de toute façon à chaque fois il fait ses masterclass. Et là, il y a le GOAT qui monte, il va peut-être réussir à calmer un petit peu les amphis du petit jeune. Et donc je pense qu'en fait, quoi qu'il arrive, le fait de faire Ngannou Gane en premier, pour l'UFC, financièrement, et pour John Jones aussi, quand il fera sa montée, c'est la meilleure des options possibles. Et c'est pour ça que ça m'étonne un peu de la part d'Helwani, surtout qu'en fait, il est, donc, dans son article, il dit, le combat est juste trop bon et trop gros. Et il veut le faire directement. Et ça me surprend vraiment parce que c'est pas, à mon sens en tout cas, tu vois, un combat qui va partir. John Jones, il veut juste affronter le champion, tu vois. Et aujourd'hui, t'auras forcément cette ombre un peu qui va planer. Lui, il cite l'exemple, et pour moi qui était vraiment différent, du moment où Robert Whittaker avait gagné le titre intérimaire en juillet 2017 face à Yoel Romero, et qu'ensuite l'UFC avait fait Michael Bisping contre Georges Saint-Pierre et avait laissé de côté justement Robert Whittaker qui lui avait remporté cette ceinture intérimaire au profit de ce combat qui était bien plus lucratif. Mais pour moi c'était une situation complètement différente parce qu'on savait tous que Bisping il était déjà là parce que il avait réussi à surprendre Luke Rockhold et qu'ensuite Georges Saint-Pierre voulait revenir face à Bisping et pas contre Robert Whittaker parce qu'il savait que c'était lui le plus prenable des deux. Ouais. Non, je suis d'accord avec la logique. J'étais en train de me dire, ce qu'on pourrait y opposer, c'est peut-être le fait que même si Cyril gagne contre Francis, c'est peut-être pas aussi vendeur pour l'instant ce qu'il apporte que ce qu'apporte Francis, à savoir, Francis, maintenant les gens le reconnaissent mondialement pour le mec t'arrache la tête en 30 secondes maximum. Et c'est vrai que c'est peut-être plus vendeur en termes d'opposition de style que de mecs qui font des masterclass. C'est-à-dire que du point de vue des fans, je pense que ça se vaut, parce que si jamais Cyril remporte le combat contre Francis, les amateurs de MMA seront mais la bave aux lèvres de voir un Cyril Gane versus Jones. Mais pour le tout un chacun et pour un combat qui pourrait faire le plus de buzz et qui pourrait dont les promos et les trailers seraient les plus spectaculaires,
à la limite, si c'est de ce sens-là et de ce point de vue-là, je peux comprendre ce que dit Ariel, parce que c'est vrai que ce sera un mec qui fait des masterclass contre, grosso modo, le mec le plus puissant et le plus fort et le plus terrifiant de tous les temps, quoi. Donc si c'est du point de vue marketing, je comprends, mais du point de vue purement sportif, un petit peu moins. Ouais. Et ben voilà, ça y est, on en a terminé. On se retrouve dès demain pour parler d'un choc en préparation dans la catégorie bantamweight. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de questions sur la masterpiece qui arrive de Rusty B sur cette folle semaine à Houston. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il prépare ça. On est dessus. Comme il doit le préparer. Ne vous inquiétez pas. Rusty, coup de gueule, B. Merci les gars et à demain. Voilà, bah en tout cas, on se dit à très très vite de toute façon. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Puis vous savez, wouh, le La Sueur Store pour toutes les fringues La Sueur, straight out of Stockton. No more Mr. Nice Guy, no more, non, send me donation. Nous avons également, enfin bref. On a pas mal de choses. Et Rusty, casseur de margoulette, B. Allez, on se quittera là-dessus. À très très vite, mon cher Rust. We are out.